Née sous les projecteurs de la télévision française, Sophie Davant incarne depuis des décennies une présence familière, rassurante, presque intime dans les foyers. Chaque après-midi, sa voix traverse les salons, ses sourires rythment le quotidien. Mais derrière cette image parfaitement maîtrisée, une autre histoire s'est écrite, loin des caméras. Une histoire plus discrète, plus fragile. Au début des années 1990, alors que sa carrière décolle, 2 enfants naissent dans l'ombre de cette célébrité grandissante. Ils grandissent avec un nom connu de tous, mais une vie que presque personne ne regarde vraiment. Les années passent, le couple se brise, la famille se recompose. Et les enfants, eux, disparaissent progressivement du paysage médiatique. Ont-ils fui la lumière, ou la lumière les a-t-elle brûlés ? Que reste-t-il aujourd'hui de ces 2 enfants élevés au cœur de la notoriété, mais condamnés à vivre dans le silence ? Dans la France des années 1990, Sophie Davant s'impose progressivement comme l'un des visages les plus reconnaissables du service public. Elle n'est pas une star tapageuse, mais une présence régulière, presque intime. Chaque apparition à l'écran renforce ce lien particulier avec le public. Elle incarne une télévision de proximité, chaleureuse, pédagogique, loin des excès du sensationnel. Cette image rassurante devient sa marque de fabrique, et avec le temps, elle se transforme en capital symbolique puissant. Sa carrière connaît alors une ascension continue. Les émissions s'enchaînent, les audiences suivent, la confiance de la chaîne s'installe durablement. Sophie Davant devient une valeur sûre, une figure sur laquelle on peut compter. Dans un paysage audiovisuel en mutation, elle représente une stabilité rare. Cette réussite professionnelle donne l'impression d'un parcours fluide, presque sans aspérité. Mais comme souvent, l'essentiel se joue ailleurs que dans les chiffres d'audience. Sur le plan personnel, la même impression d'équilibre domine. Mariée au journaliste Pierre Sled, elle forme avec lui un couple respecté, discret, cultivé. Ensemble, ils incarnent une réussite moderne, intellectuelle, loin des clichés du star system. Leur union donne naissance à 2 enfants au début et au milieu des années 1990. Un garçon, puis une fille. Ils arrivent dans un foyer déjà structuré par la notoriété, mais encore protégé par une époque où la frontière entre vie privée et vie publique reste relativement solide. À ce moment-là, les enfants de personnalités médiatiques ne sont pas encore des figures exposées. Les réseaux sociaux n'existent pas. La mise en scène de l'intime n'est pas une norme. Sophie Davant profite de ce contexte pour poser des règles claires. Ces enfants ne seront pas montrés. Ils ne participeront pas aux émissions. Ils ne deviendront pas des extensions de son image publique. Cette décision, ferme et constante, façonne profondément leur enfance. Dans les interviews de cette période, Sophie Davant évoque rarement sa famille. Et lorsqu'elle le fait, c'est toujours avec pudeur. Elle parle d'organisation, de quotidien, de maternité vécue comme un ancrage. Elle insiste sur l'importance de préserver un espace privé, un refuge. Elle refuse de faire de sa vie familiale un récit médiatique. Ce choix est salué par une partie du public qui voit en elle une femme capable de concilier ambition et protection. Pourtant, même dans cette retenue, la notoriété s'invite. À l'école, le nom de la mère est connu. Les enseignants savent, les camarades savent, les parents d'élèves savent. Sans intention malveillante, les regards se posent différemment. Les attentes ne sont jamais totalement neutres. Les enfants apprennent très tôt que leur quotidien n'est pas tout à fait ordinaire. Ils comprennent que leur mère appartient à un monde visible, commenté, jugé. À la maison, la vie s'organise autour de contraintes spécifiques, les horaires de tournage, les déplacements, les impératifs de l'antenne. Comme dans de nombreuses familles où les parents travaillent dans les médias, l'équilibre repose sur une discipline rigoureuse. Les enfants apprennent à composer avec des absences temporaires, avec un emploi du temps parfois imprévisible. Rien de dramatique, rien de spectaculaire, mais une réalité constante, intégrée dès l'enfance. Aux yeux du public, la famille Davant-Sled demeure longtemps un modèle. Aucun scandale ne vient troubler cette image, aucune exposition excessive. Les rares photos publiées sont sobres, contrôlées. Cette discrétion renforce le sentiment d'harmonie. Elle alimente l'idée que la notoriété, lorsqu'elle est bien gérée, peut coexister avec une vie familiale équilibrée. Mais cette harmonie est avant tout une perception extérieure. À mesure que les années passent, les enfants grandissent.
L'enfance protégée laisse place à l'adolescence, puis aux premières interrogations identitaires. C'est une période charnière où chacun cherche à se définir indépendamment de ses parents. Pour les enfants de Sophie Davant, cette quête se déroule sous une contrainte particulière, celle d'un nom déjà chargé de sens, un nom qui ouvre des portes, mais qui enferme aussi dans une comparaison permanente. Le fils, plus réservé, semble très tôt développer un rapport distant à la visibilité. Il ne manifeste aucun attrait pour le monde médiatique. Il ne cherche pas à s'approprier l'univers professionnel de ses parents. Son attitude suggère une volonté claire, rester en dehors, construire une trajectoire personnelle, sans lien apparent avec la notoriété familiale. Ce choix, silencieux, s'affirme avec constance au fil des années. La fille, plus jeune, observe différemment. Elle grandit avec la conscience aiguë de l'image publique de sa mère. Elle y perçoit à la fois l'admiration qu'elle suscite et les contraintes qu'elle impose. Elle se situe à la frontière entre fascination et prudence. Sans s'exposer pleinement, elle n'ignore pas ce monde. Elle le regarde de près, comme un territoire possible, mais jamais totalement évident. Pendant ce temps, la carrière de Sophie Davant continue de s'épanouir. Elle devient une figure incontournable de la télévision de l'après-midi. Son image se consolide. Sa présence à l'écran se banalise dans le sens noble du terme. Elle fait partie du décor national. Cette réussite professionnelle renforce encore le contraste entre l'exposition de la mère et la discrétion des enfants. C'est là que se dessine une première tension, imperceptible mais réelle. Plus la figure publique de Sophie Davant s'impose, plus ses enfants semblent s'effacer. Non par rejet, mais par nécessité. Comme si l'équilibre familial reposait sur cette dissociation. L'un dans la lumière, les autres dans l'ombre. Un pacte tacite, jamais formulé, mais respecté par tous. À l'extérieur, rien ne laisse présager une fragilité. À l'intérieur, les dynamiques évoluent. Les enfants prennent conscience que la réussite professionnelle d'un parent n'est pas sans conséquences, qu'elle structure les rôles, qu'elle influence les attentes, qu'elle impose parfois un silence. Pas un silence douloureux, un silence protecteur, mais un silence tout de même. Ainsi se construit cette période de halo, un moment où tout brille, où tout semble aligné, où la réussite masque les premières fissures invisibles. Un moment où la famille d'Avance-Led apparaît comme un modèle, malgré la préparation lente d'une transformation profonde. Car derrière le décor rassurant de la notoriété, une question commence à s'imposer, sans encore être formulée. Jusqu'où peut-on protéger ses enfants de la lumière lorsqu'on en est soi-même l'une des sources les plus visibles ? L'année 2012 marque une date charnière. Elle ne s'impose pas comme un drame brutal, mais comme une ligne de fracture nette, irréversible. Après plus de 20 ans de vie commune, Sophie Davant et Pierre Sled annoncent leur séparation. L'information est confirmée sans éclat, sans déclaration excessive, sans polémique. Les mots sont mesurés. Le ton est digne. Aux yeux du public, il s'agit d'une rupture maîtrisée, presque exemplaire. Mais pour leurs enfants, ce moment agit comme un basculement profond, silencieux, durable. À cette époque, le fils aîné est déjà engagé dans sa vie d'adulte. Il a quitté l'enfance depuis peu, mais se trouve encore dans cette période fragile, où les repères familiaux restent essentiels. La fille, plus jeune, traverse quant à elle une phase de transition décisive. Elle quitte l'adolescence, cherche sa place, tente de comprendre qui elle est et ce qu'elle veut devenir. C'est précisément à ce moment que le socle familial, longtemps perçu comme stable, se transforme radicalement. La séparation des parents ne se déroule pas sous le regard des caméras. Aucun scandale n'éclate, aucun détail intime n'est exposé. Pourtant, cette absence de bruit ne signifie pas absence de choc, bien au contraire. Lorsqu'un couple médiatique se défait dans le silence, les conséquences sont souvent plus difficiles à formuler, donc plus complexes à traverser. Les enfants ne disposent d'aucun récit public auquel se raccrocher. Ils doivent faire face à une réalité qui contredit l'image rassurante construite pendant des années. Sophie Davant reconnaîtra plus tard que cette période a été particulièrement éprouvante pour ses enfants. Elle le dira avec retenue, sans jamais entrer dans les détails. Elle parlera d'un moment difficile, d'une épreuve familiale, d'une nécessité de réorganisation. Ces mots, simples en apparence, traduisent une réalité plus profonde. Car pour les enfants, la séparation n'est pas seulement celle d'un couple, c'est la remise en question d'un équilibre, d'une continuité, d'une histoire familiale qui semblait immuable.
Le fils réagit par un mouvement presque instinctif. Il se replie, il s'éloigne davantage encore de toute forme de visibilité. Là où certains auraient pu utiliser cette rupture comme un prétexte pour s'exprimer, pour témoigner, pour se faire entendre, il choisit le silence. Un silence constant, assumé, presque protecteur. Il ne cherche pas à expliquer, il ne revendique rien. Il trace sa route en dehors de l'espace public, comme s'il avait compris que la médiatisation ne lui offrirait aucune réponse. Ce retrait n'est pas soudain, il s'inscrit dans une continuité. Depuis l'enfance, il a appris à vivre à côté de la notoriété, sans y entrer. La séparation des parents ne fait que renforcer cette posture. Elle confirme peut-être une intuition ancienne. Pour préserver son équilibre, il faut rester hors champ. Ce choix, loin d'être une fuite visible, devient une manière de se reconstruire sur des bases personnelles, indépendantes du récit familial public. La fille, de son côté, traverse une phase plus complexe. Plus exposée par son âge, plus sensible au regard extérieur, elle se trouve à un carrefour. D'un côté, l'univers médiatique lui est familier, il fait partie de son quotidien depuis toujours. De l'autre, la séparation parentale révèle les fragilités de ce monde qu'elle croyait maîtriser. Elle observe, elle hésite, elle tente de comprendre comment exister sans être absorbée par l'image de sa mère. À cette époque, elle apparaît brièvement dans certains médias, de manière discrète. Ces apparitions ne relèvent ni de la provocation, ni de la recherche de notoriété. Elles ressemblent davantage à des tentatives, des essais, comme si elle cherchait à mesurer ce que signifie réellement être visible. Très vite, cependant, elle se retire. Ce retrait n'est pas brutal, il est progressif, réfléchi, comme une prise de conscience. La lumière n'apporte pas forcément la clarté. Pendant ce temps, Sophie Davant continue d'assurer ses engagements professionnels. À l'antenne, rien ne change. Le public retrouve la même présence, la même stabilité, la même voix familière. Cette continuité professionnelle contraste fortement avec la transformation intime qu'elle traverse, car en coulisses, elle doit désormais redéfinir son rôle de mère, non plus dans le cadre d'un couple, mais dans une configuration nouvelle, plus fragile, plus exigeante émotionnellement. Cette période impose une redistribution des rôles, les habitudes changent, les certitudes s'effritent. Les enfants désormais conscients de la vulnérabilité de leurs parents doivent composer avec une réalité plus complexe. Ils découvrent que la solidité apparente se peut fissurer, que les adultes, même admirés, même respectés, peuvent aussi se perdre, douter, renoncer. La séparation agit alors comme un révélateur. Elle met en lumière ce qui était jusque-là contenu mais jamais exprimé. Le poids de la notoriété, la difficulté de concilier vie publique et stabilité intime, l'écart entre l'image projetée et la réalité vécue. Pour les enfants, cette prise de conscience marque un tournant. Elle modifie durablement leur rapport à la célébrité, mais aussi à leur propre histoire. Le silence qu'ils choisissent par la suite prend une autre signification. Il ne s'agit plus seulement de discrétion, mais d'une forme de protection active. En refusant de raconter, ils refusent aussi d'être enfermés dans un récit qui ne leur appartient pas entièrement. Ils se soustraient à une lecture simplifiée de leur vie. Ils conservent le droit à la complexité. Dans les années qui suivent, aucun des deux enfants ne revient sur cette période publiquement. Aucun témoignage, aucune mise au point. Ce mutisme intrigue, il contraste avec une époque où la parole intime est devenue une monnaie d'échange médiatique. Mais chez eux, le choix est clair. La rupture parentale ne sera pas transformée en spectacle, elle restera un événement privé, avec ses blessures, ses ajustements, ses silences. Avec le recul, cette séparation apparaît comme le véritable point de rupture du récit familial, non pas parce qu'elle détruit, mais parce qu'elle oblige chacun à se repositionner, à redéfinir ses priorités, à choisir entre visibilité et préservation. Les enfants de Sophie Davant répondent par un même geste, décliné différemment, se tenir à distance. Reste alors une question centrale, presque obsédante. Ce retrait est-il le signe d'une fragilité née de la rupture ou au contraire l'expression d'une maturité précoce? Ont-ils fui une douleur trop lourde à exposer ou ont-ils compris avant beaucoup d'autres que certaines histoires ne gagnent rien à être racontées? Car parfois, le véritable drame ne réside pas dans ce qui est montré, mais dans ce qui se tait. Et c'est précisément dans ce silence que commence à se dessiner la vérité la plus profonde de leur parcours. Avec le recul, une vérité s'impose peu à peu, sans éclat, sans révélation spectaculaire.
Elle ne surgit pas sous la forme d'un secret enfoui, ni d'un scandale tardif. Elle se dessine dans la continuité des choix, dans la cohérence des trajectoires, dans la constance d'un retrait. La vérité, pour les deux enfants de Sophie Davant, réside moins dans ce qu'ils ont vécu que dans la manière dont ils ont décidé de vivre avec ce qu'ils ont vécu. Après la séparation de leurs parents, chacun d'entre eux se trouve face à une même équation, mais la résout différemment. Comment se construire lorsque l'enfance a été baignée par la notoriété, puis marquée par une rupture intime? Comment exister sans être constamment renvoyé à l'image publique d'une mère omniprésente à l'écran? Ces questions ne sont jamais formulées publiquement, elles s'expriment autrement, par des orientations de vie, par des silences répétés, par des refus discrets. Le fils, fidèle à une posture déjà ancienne, poursuit son chemin hors du champ médiatique. Plus les années passent, plus son absence devient significative. Elle n'est plus seulement une protection temporaire, mais une identité assumée. Il ne cherche pas à corriger ce que l'on pourrait imaginer de lui, il n'éprouve pas le besoin de s'expliquer. Son existence publique se résume à presque rien, et ce presque rien lui convient. Dans un monde où l'exposition est perçue comme une validation, ce soi apparaît comme une prise de position silencieuse mais ferme. Ce retrait n'implique ni rupture affective, ni rejet de sa mère. Au contraire, tout indique une relation préservée, respectueuse, discrète, mais une relation débarrassée de la confusion entre lien familial et image publique. En refusant la lumière, il protège non seulement son identité, mais aussi celle de la relation mère-fils. Il maintient un espace où l'affection n'est pas observée, commentée, interprétée. La fille, de son côté, adopte une démarche plus progressive. Après ces brèves apparitions, elle choisit aussi de se retirer durablement. Ce choix ne semble pas dicté par un échec, mais par une lucidité acquise tôt. Elle a vu de près ce que la visibilité implique, l'exposition permanente, la comparaison, l'injonction à se définir par rapport à une figure déjà connue. Elle comprend que cet univers laisse peu de place à une construction lente, hésitante, imparfaite. Or, cette imperfection qui permet de se découvrir. En se retirant, elle se donne le droit de tâtonner, de changer, de ne pas être immédiatement lisible. Elle échappe ainsi à une narration préfabriquée. Elle refuse d'être réduite à un rôle secondaire dans l'histoire publique de sa mère. Ce refus, discret mais constant, traduit une volonté de reprendre le contrôle de son propre récit. Sophie Davant, de son côté, observe ses trajectoires avec une forme de lucidité mêlée de pudeur. Dans ses rares confidences, elle évoque parfois la difficulté d'avoir été une mère très exposée. Elle parle du temps qui manque, des absences inévitables, des compromis imposés par une carrière exigeante. Sans jamais se flageller, elle reconnaît que la notoriété a un coût, pas seulement pour celles qui la portent, mais aussi pour ceux qui vivent d'à proximité. Ce regard rétrospectif révèle une vérité essentielle. La protection ne consiste pas toujours à cacher, mais parfois à accepter de ne pas transmettre. Ne pas transmettre la pression, ne pas transmettre l'idée de réussir sous le regard des autres, ne pas transmettre l'idée que la visibilité est un horizon naturel. En laissant ses enfants choisir l'ombre, Sophie Davant accepte peut-être que sa réussite ne soit pas un modèle à reproduire, mais une expérience à dépasser. Ce qui frappe dans cette histoire, c'est l'absence de conflit ouvert. Pas de révolte affichée, pas de règlement de compte. Les enfants ne se définissent pas en opposition à leur mère, ils ne cherchent pas à s'en distinguer par provocation. Leur éloignement est calme, réfléchi, presque. Arrivé au terme de ce récit, une évidence demeure. L'histoire des deux enfants de Sophie Davant ne se conclut pas par une révélation fracassante, mais par une absence persistante. Une absence qui, loin d'être un vide, devient un message. Dans un monde saturé de récits personnels, de confidences publiques et d'expositions calculées, leur silence résonne avec une force particulière. Il oblige à regarder autrement, à écouter ce qui n'est pas dit. Porter le nom d'une figure aimée du grand public est souvent perçu comme un privilège, une ouverture, une avance symbolique. Mais ce privilège peut rapidement se transformer en contrainte invisible. Les enfants de Sophie Davant ont grandi avec cette ambivalence. D'un côté, un environnement stable, aimant, protégé. De l'autre, une notoriété omniprésente, même lorsqu'elle se veut discrète. Ils ont appris très tôt que leur identité serait toujours, d'une manière ou d'une autre, comparée, interprétée, évaluée. Face à cette réalité,
Leur réponse n'a pas été la rébellion, ni l'appropriation, elle a été le retrait. Un retrait progressif, cohérent, assumé. Ils n'ont pas cherché à déconstruire l'image de leur mère, ils ne l'ont jamais contestée publiquement, ils ont simplement choisi de ne pas s'y inscrire. Ce choix, souvent mal compris, peut être lu comme une forme de maturité, une compréhension précoce du prix à payer pour la visibilité. Sophie Davant, quant à elle, continue de représenter une figure rassurante de la télévision française. Sa longévité à l'antenne témoigne d'une confiance durable du public. Mais avec le temps, son discours s'est nuancé. Elle parle davantage de solitude, de transmission, de ce que l'on donne sans le vouloir. Elle ne dramatise pas, elle observe, elle accepte. Cette posture révèle une conscience aiguë des limites de la notoriété, surtout lorsqu'elle touche ceux que l'on aime. Il serait tentant de chercher une morale claire, une conclusion définitive, mais cette histoire résiste à la simplification. Elle ne dit pas que la célébrité détruit les familles, elle ne dit pas non plus qu'elle les protège. Elle montre autre chose, une zone intermédiaire, un espace où chacun doit inventer ses propres règles pour survivre émotionnellement à l'exposition d'un proche. Les deux enfants de Sophie Davant ont inventé les leurs. Ils ont refusé de devenir des personnages secondaires dans une narration qui ne leur appartenait pas. Ils ont privilégié la continuité d'une vie ordinaire, loin des attentes extérieures. Ce choix n'est ni spectaculaire ni héroïque, il est simplement cohérent. Et c'est peut-être cette cohérence qui le rend si rare. La question posée au début de ce récit trouve alors une réponse indirecte. Qu'est-il arrivé aux deux enfants de Sophie Davant ? Rien, au sens où l'entend le public avide de drame, et tout, au sens où leur trajectoire révèle une vérité profonde sur le coût de la notoriété. Ils ont grandi, ils ont traversé une séparation parentale, ils ont fait des choix, et surtout, ils ont décidé que leur histoire ne serait pas racontée à leur place. Cette décision, silencieuse mais ferme, invite à une réflexion plus large. Dans une époque où l'intime est souvent transformé en contenu, où la parole est valorisée au détriment du retrait, le silence peut-il être une forme de résistance? Peut-il être un acte de liberté? Les enfants de Sophie Davant semblent répondre oui. Leur absence médiatique devient une manière de reprendre possession de leur temps, de leur image, de leur devenir. Ainsi, le véritable héritage qu'ils reçoivent n'est peut-être pas celui de la célébrité, mais celui du choix. Le choix de s'exposer ou non, de parler ou de se taire, d'appartenir au regard public ou de s'en affranchir. En refusant la lumière, ils rappellent une chose essentielle. Certaines vies n'ont pas vocation à être racontées, elles ont simplement vocation à être vécues. Et c'est peut-être là, dans cette discrétion assumée, que se trouve la conclusion la plus juste. Non pas une fin fermée, mais une ouverture, une invitation à repenser ce que signifie vraiment transmettre, protéger et aimer lorsque l'on vit sous les projecteurs.